C'est toujours un réel plaisir de vous savoir très nombreux, aimables téléspectateurs, à suivre ce débat du week-end. Ça fait débat sur ce grand plateau de Télé 50. Et oui, nous sommes déjà bien sur ce plateau de Télé 50. On va évoquer la question du dialogue, le dialogue qui apparemment semble déjà avoir commencé sur le plan national aussi, mais aussi à l'extérieur. Après cette rencontre entre la Synco et l'ECC avec le chef de l'État, eh bien, on parle du pacte pour la paix qui a rencontré les politiques, les opposants ici à Kinshasa, la capitale. Ils sont allés rencontrer Corneille Nangaa qui représente aujourd'hui l'AFC, le M23. On parle également de Paul Kagame qui a rencontré également l'ECC et la Synco. Aujourd'hui, on revient encore ici, aimables téléspectateurs, pour débattre sur cette démarche. La démarche pour la paix est-elle bien comprise ici en République démocratique du Congo? Ont-ils eu mandat finalement du président de la République? Et ça va aboutir à quoi exactement? Cette démarche qui ne semble pas être très bien comprise au sein de la classe politique. Est-ce qu'il y a une autre alternative au-delà de ce qui se fait déjà actuellement? On va en parler ici sur ce plateau de Télé 50 avec des invités. Monsieur Innocent Kadiata, bonjour et bienvenue à vous. Oui, je crois qu'il y a... Vous êtes déjà en direct, monsieur Innocent, oui. Maître Innocent. Merci, bonjour Madame Arlette. C'est un réel plaisir de vous retrouver ici sur ce plateau, mais également monsieur Dieudonné Mouchagaloucha. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Marlette, je suis ravi de vous retrouver, très splendide par rapport à la fois passée. Merci beaucoup. Je suis très fier d'être sur ce plateau. C'est un réel plaisir également. Il y a également monsieur Olivier Sambaï qui va nous rejoindre aussi, monsieur Eric Chiswaka qui seront de notre ici et sur ce plateau. Oui, on ouvre ces débats qui fait jaser, comme il faudra le dire, au sein de des militants, de la classe politique également, la démarche entreprise par l'ECC et la Synco. Oui, merci beaucoup Madame Arlette. La démarche dans son contexte elle-même, elle est logique lorsqu'on estime qu'il y a conflit. Dans la nature de la chose, il faudra rapprocher la procédure de convergence. Ça, c'est universellement, c'est fondamental. Mais ce qui guette plus, c'est la thématique de cette démarche. Vous comprenez, je retourne en arrière. Il y avait les négociations de Palais des Marbres dans son temps. Palais des Marbres 1, Mobutu avec la classe politique. Vous allez comprendre, à chaque fois qu'il y avait des blocages, étaient toujours liés au caractère de la thématique qui devrait définir la substance de cette pourparlers. Il y a eu certains blocages jusqu'à ce qu'il y avait eu même des pressions. D'ailleurs, d'ici le 16 février, on va faire la commémoration des marches des chrétiens qui étaient tombés pour la réouverture de la conférence nationale souveraine. Alors, après cela, avec le dialogue intercongolais, il y avait deux manches, vous allez comprendre, caractère de légitimité interne et puis le conflit interrégional qui ont eu lieu, et à Saint-Tite, on a démontré comment est-ce que les belligérants représentaient les conflits entre les États au regard de leurs intérêts. De même, aujourd'hui, nous sommes en train de voir encore ce qui guette plus dans ces problèmes-là sur lesquels la démarche de l'Église catholique avec l'ECC, ils n'ont pas la confiance populaire. La population, étant donné qu'ils ont compris que la racine de tous ces conflits, de toutes ces tragédies, est due au Rwanda. Or, les Congolais ont pris position face à ça. Ils estiment que c'est le Rwanda qui veut ravir la terre congolaise, ce qui est inacceptable. Alors, c'est pourquoi les Congolais ne donnent pas confiance à cette démarche-là de l'Église catholique. Et puis pour la simple question aussi, au même moment qu'on tue les Congolais, au même moment vous allez aller voir les personnes même qui tuent. Nous négocions puisque vous avez tué. Nous négocions puisqu'il y avait des massacres. Nous négocions puisque le Rwanda a empiété. C'est la thématique qui cause problème actuellement. La thématique aujourd'hui, c'est le pacte pour la paix. Si on doit contextualiser les choses, oui. Il y a eu des dialogues aujourd'hui. Il y a eu des rencontres, des tentatives de négociation entre le président de la République et le président rwandais, Paul Kagame. Bien que l'on disait que le Rwanda était en train d'agresser la République démocratique du Congo, cela n'a pas empêché
ces dialogues qui mettaient ensemble le président de la RDC et le président rwandais. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait tout simplement que les prélats catholiques aient rencontré Nanga, aujourd'hui c'est les nœuds du problème, ou encore aller au-delà rencontrer Paul Kagame? Oui, vous savez, le processus de Luanda avait un équilibre logique, participatif de la chose, de ces conflits-là. Pourquoi? Puisque quand vous regardez la médiation angolaise, lui, il est resté dans la thématique du respect de la souveraineté. C'était ça ce qui a constitué le terme de référence. Pourquoi le Rwanda? Le Rwanda dit que ce n'est pas le conflit à moi. Mais on dit à chaque fois qu'il y a le M23, on va derrière vous, votre présence. Donc, quelque part, ce n'est pas les M23, c'est vous. Puisqu'ils prétendaient colorer de l'entrée de le M23 comme étant des Congolais. Il a coloré avec la présentation des Congolais, comme les Nanga et tout consort. Mais on voit aujourd'hui, même au vu de la diplomatie internationale, que les Rwandais, effectivement, ils sont derrière. Donc, quelque part, on a donné raison à Luanda. Mais arrivé à Luanda, puisqu'ils ont un agenda caché, ils se rétractent de ça. Ça, c'est la première chose. Et puis, ce qui est encore très grave, c'est lorsqu'Ambongo s'était déplacé vers le Rwanda. Lorsqu'on veut faire la médiation, on doit afficher un caractère de la neutralité. On doit écouter d'une façon équilibrée de part et d'autre. On ne doit pas être ceux-là qui ont des intérêts cachés. Et tu te sors au vu de tous comme étant médiateur. C'est ce qui guette. Monsieur Mouchagalusha. Voilà. Monsieur Mouchagalusha. Vous avez été dans plusieurs dialogues. Vous avez justement participé dans plusieurs dialogues. La démarche aujourd'hui entreprise par la Sanco et la dynamique, Sanco et SCC, n'est-ce pas une démarche qui a déjà été faite? N'est-ce pas là un moyen de sauver le meuble, entre autres? Bien sûr, Arlette, vous le savez d'abord, individuellement, mes convictions personnelles, même si je dois être en mesure de transcender mes convictions personnelles, pour parler des questions qui concernent la nation et pour rentrer dans ma casquette d'acteur de la société civile, il est clair et net, je l'ai toujours dit, je le souligne et je peux le dire à n'importe qui et devant n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance, tout acte, tout fait, toute parole, toute manifestation qui peut nous permettre d'avoir la paix dans ces pays, qui peut nous permettre de recouvrer l'intégrité territoriale, qui peut nous permettre de sauvegarder la souveraineté de notre pays, sans réfléchir deux fois, nous devons soutenir, surtout que c'est une voie qui est pacifique. Et il n'y a aucun acteur de la société civile qui ne peut pas ne pas soutenir cela. Donc ça, c'est la base de départ. Contrairement à ceux que je considère des bellicistes qui condamnent mais qui ne proposent rien et qui ne sont capables de rien. Ça, il faut le regretter. On ne peut pas être tous les jours en train de condamner, en train de pleurnicher alors qu'on n'est pas en mesure de le faire. Ceux qui parlent de continuer à faire la guerre, ils ont envoyé combien d'enfants au front? Et même partent quel jour au front? Et même font quoi pour gagner le front? Ça, je ne veux pas entrer dans cette question, sinon ça risque de m'apporter. Mais la démarche des évêques, la démarche de l'ECC, il faut saluer ça, il faut soutenir cela. Et nous étions les premiers. Je l'ai toujours dit que le panel des experts de la société civile, nous avions saisi le chef de l'État à son temps. Et nous l'avons saisi en tant que père de la nation. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a plusieurs casquettes. Mais il faut savoir les mettre dans la casquette qui peut lui être favorable dans telle ou telle circonstance. À un moment donné, on l'appelle commandant suprême des forces armées. À un moment donné, on l'appelle magistrat suprême s'il s'agit de questions. Il doit être, et pour le moment, il faut le prendre comme père de la nation. Un père de la nation, il n'a pas à regarder pour dire la tête d'Arlette ne me plaît pas, la tête de Maître Innocent parce que c'est un homme qui a une belle barbe ne me plaît pas, Dieudonné parce qu'il a un gros nez ne me plaît pas. Il doit se comporter comme père de la nation et prendre tous les Congolais comme ses enfants, égarés ou pas. Ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, quand il y a un problème, madame, lorsqu'on fait une fausse lecture, on amène des fausses propositions, on amène des fausses solutions. Lorsque quelqu'un a de la malaria, au lieu de l'administrer la quinine ou des antipalidéens, vous commencez à lui donner des antibiotiques ou des antipyrétiques, d'autres médicaments qui ne vont pas résoudre, qui ne vont pas s'attaquer aux germes. Vous n'aurez pas la bonne solution. Et la fausse lecture qu'on est en train de faire par rapport à cette question, on ne prend pas en compte 4 éléments. Le premier élément, c'est le fait historique de ces pays. L'existence même, l'essence de ces pays. La RDC, c'est un pays de paix, c'est un pays de compromis, c'est un pays de dialogue, c'est un pays de conférence. C'est ça, on ne peut pas nier ça, là, madame. Nous ne sommes pas un pays de guerriers.
comme l'Israël qui conquiert, comme le Rwanda. Donc chaque pays a son histoire. Et il faut rentrer dans l'histoire du pays. Ça, c'est un premier deuxième élément dans la lecture. Le deuxième élément dans la lecture, on n'a pas fait une lecture sous-régionale. C'est-à-dire on ne comprend pas que si on ne résout pas cette situation, ça risque d'amener d'autres pays et la guerre risque d'être internationalisée. Or, les chefs d'État d'autres pays ne vont pas accepter que la guerre qui se passe en République démocratique du Congo puisse affecter leur pays. Vous avez l'Angola, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, Kenya et tous les pays. Ils ne vont pas accepter que ce qui se passe ici chez nous puisse les affecter ou qu'ils continuent à envoyer des militaires ici chez nous mourir sur les sols congolais. L'Afrique du Sud a perdu 14. Vous avez suivi Lorenzo, le médiateur sur Jeune Afrique. Il a dit clairement qu'il demande, il a conseillé au président de la République. Moi, madame, quand je parle de questions d'État, je ne parle pas de mes émotions, je parle des faits. Le président Lorenzo a dit qu'il conseille au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de parler avec le M23. Dans cette même logique de conseil du président Lorenzo, les mécanismes dont vous êtes en train de parler de Luanda, où la première ministre était présente, vous avez suivi le communiqué, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a participé dans cette conférence par vidéoconférence. Et on a salué le communiqué qui est sorti de cette réunion-là. Et le communiqué dit quoi? Le communiqué oblige à ce que on puisse dialoguer en interne entre le M23 et tous les autres. Mais maintenant, le vrai problème aujourd'hui, pourquoi le gouvernement ou encore le pouvoir en place n'arrive pas à expliquer cela aux Congolais clairement? Parce qu'aujourd'hui, l'inquiétude, c'est quoi? Lorsque M. Innocent, par exemple, évoque la question de la légitimité, la crédibilité, le porte-parole du gouvernement l'a dit, que le chef de l'État n'a mandaté personne, alors que cette démarche a débuté juste après l'audience avec le chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, ils refusent carrément de dire qu'ils ont accepté l'étape du dialogue? Ils refusent implicitement de dire que réellement, ils soutiennent la démarche de la Synco-ECC. Parce qu'entendre la dernière sortie médiatique, par exemple, du secrétaire général de l'UDPS, il a demandé aux militants de l'UDPS de ne pas être alarmistes et de soutenir le chef de l'État. Et bien, même la démarche de la Synco, ils les ont rencontrés avant d'entamer cette démarche. Est-ce que ce n'est pas implicitement dire que la démarche est soutenue et approuvée par le pouvoir en place? Merci beaucoup, Madame Arel. Permettez, je dois vous féliciter sincèrement. Je suis très marqué. Je vois que vous êtes en train de suivre cette question à la loupe, plus que moi qui suis en train de documenter chaque élément. Et donc, effectivement, la communication de l'Union sacrée, elle est dichotomique. Comme ça a été encore lors du changement ou de la modification de la Constitution, fort heureusement que c'est déjà une question qui est mise au frigo. Et donc, le président de la République ou le gouvernement congolais ayant été présent dans les assises de Luanda, la première ministre était présente là. Le chef de l'État y a participé par vision. De Luanda. De Luanda, c'est ce que j'ai dit, non? Le dernier négociateur. Le dernier négociateur. Arusha. Oui, Arusha, oui. Oui, Arusha. Alors, merci beaucoup, merci. Et dans le communiqué final, le gouvernement de la RDC n'a jamais contesté le contenu de ce communiqué-là. Et donc, il ne faudrait pas qu'on commence à caricaturer les gens ou qu'on n'arrive pas à réaliser que le chef de l'État est d'accord ou bien il est en train de soutenir ce que les pères de la sous-région sont en train de lui conseiller de faire. Ça, je voudrais bien préciser ça et je crois que Maître Innocent, honnêtement, d'une manière intellectuelle, il ne va pas les contredire et personne alors ne me contredira, que ce soit sur ce plateau ou ailleurs. Dans les travaux d'Arusha, on a parlé des négociations, le président de la République était présent, il n'y a pas eu protestation, il n'y a pas eu contestation, il n'y a pas eu objection. Ça, il faut bien noter. Troisième élément qu'il faut prendre, les communiqués de l'Union africaine, lorsqu'on parle de la crise dans ce pays, les M23, on les qualifie de AFC, de mouvement opposition politico-militaire. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore vu ou entendu un seul communiqué du gouvernement congolais qui contredit ce qui a été dit au niveau de l'Union africaine dans ces communiqués-là. Si vous en avez, maître, j'aimerais bien apprendre, je suis humble scientifiquement. Dans les communiqués d'Arusha, on parle de quoi? Il faut fusionner les deux processus, le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Or, nous savons que le processus de Nairobi
parle des groupes armés. Quand on parle de groupes armés, on fait allusion à quel groupe? À part les M23 ou l'AFC. Quand on parle de groupes armés, on parle de quoi? On parle de toutes les autres bandes qui sont de l'autre côté. Et donc, si on doit fusionner, effectivement, on prend cette question externe-là innocente, donc la question qui concerne la souveraineté du pays et la question qui concerne les groupes armés. Comment on va faire le processus de Nairobi qui a été piloté par l'ancien président Uhuru Kenyatta sur les négociations avec des groupes armés sans faire partir, sans y associer les M23. Il n'y en a pas. Quelle magie vous voulez faire? Il n'y en a pas. Et donc, il faut être en mesure d'assumer cela. Et il n'y a aucune honte. Quand on cherche la paix, et je crois que c'est là que je dois féliciter le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fait effectivement qu'il est prêt à écouter ce que proposent les autres chefs d'État dans le processus d'Arusha, de Luanda et de Nairobi. Évidemment, il y a un seul processus qu'on n'a pas encore touché, c'est celui de l'Ouganda. Alors, et de ce côté-là, je pense qu'il faut encourager. Si on parle de la légitimité, j'y reviens, il ne faut pas croire que les pères spirituels de la Senko ou de l'ECC, ils ne sont pas des médiateurs. Ils ne sont pas non plus des facilitateurs. Il n'y a qu'un médiateur à qui on peut coller la partialité dans les processus. Ils sont là pour chercher seulement impact, c'est-à-dire ils vont consulter les gens, qu'on les ait donné mission ou pas, que ça soit légal ou pas, que ça soit officiel ou pas. De la même manière, si moi aussi j'ai besoin d'initier un mécanisme quelconque pour faire rétablir la paix dans ce pays, je vais le faire comme citoyen congolais. Personne ne me l'empêchera. Il ne faut pas croire qu'il y a des Congolais plus que les autres, que vous devez parler de ceci, et que si moi je parle de la paix, automatiquement vous commencez à me caricaturer, vous me traitez de Rwandais, vous me traitez de Soudanais. Il faut enlever ce langage-là. Permettez, madame, ne me faites pas perdre le fil d'idée. Et donc, et c'est à ce niveau-là que nous avons condamné tous ceux qui sont en train de caricaturer, tous ceux qui sont en train d'injurier les évêques, qu'eux aussi proposent quelque chose. Vital Kamerhe, le pauvre, il a proposé un schéma de dialogue. Après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, après toutes les frustrations qu'il a vécues au niveau de l'Union sacrée, d'abord le processus de cash où il devrait être candidat président, il a laissé ça. Mise en prison, il sort, il travaille pour la paix. Président de l'Assemblée, il propose un schéma qui peut ramener la paix dans les pays. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont Congolais plus que les autres, qui doivent les caricaturer, qui doivent l'injurier, qui doivent l'appeler à abattre. Vous parlez d'Ambongo, j'ai vu des vidéos qui circulent, que les églises ne vont pas fonctionner. On cherche quoi? Au même moment, on cherche la paix. Au même moment, on cherche à soutenir les chefs de l'État. Malheureusement, ceux qui n'amènent pas la paix sont toujours dans le cas du président de la République. Mais malheureusement, je reviens vers Maître Innocent. Aujourd'hui, il y a, je dirais, il semblerait qu'il y a à observer deux fronts. Il y a l'agression rwandaise, il y a la rébellion avec les groupes armés, qui est qualifiée d'une rébellion congolaise. Comment faire le distinguo entre les deux? Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'évoquer cette question de pacte pour la paix. Le problème de la thématique des conflits régionaux, c'est mon sujet de mémoire. Justement. Écoutez, je vais t'expliquer une chose. J'ai réfléchi en troisième graduat sur la thématique légitimité et crédibilité. Conflit de crédibilité, conflit de légitimité. Dans son temps, il y avait un problème de légitimité parce qu'il y a eu ambiguïté dans l'exercice de fonctionnement des institutions de la République. Tantôt conférence nationale, tantôt qu'il y avait rébellion à l'Est, tantôt ainsi de suite. On a trouvé normal qu'il y avait un conflit à l'interne. Donc, au même moment que l'extérieur a mis ses intérêts, le Rwanda et tout consort qui ont mis leurs intérêts, accompagnant ces mêmes rébellions au positionnement à une politique de facteurs. Heureusement, malheureusement, dans son temps, il y avait Mbemba de l'autre côté avec l'Ouganda. Les autres, je ne peux pas expliquer ces agendas cachés ici. Mais est-il que vous aviez compris qu'il y avait des intérêts qui ont abouti à Saint-Site, Renata, les intérêts à 4 têtes monstres de vice-présidents qui représentaient la rétrocession des intérêts de ces personnes qui ont eu à dépenser. Ça, c'est page tournante. Mais aujourd'hui, nous sommes censés résoudre un problème de légitimité. Nous sommes au 3e cycle électoral. Ce 3e cycle électoral atteste à suffisance qu'il y a stabilité démocratique. Donc, tout caractère conflictuel peut mieux se résoudre de l'interne si réellement c'est un conflit entre Congolais. Il y a la Constitution qui l'ont prévu à une démarche d'un dialogue. Chaque Constitution, naturellement, ouvre le brèche au dialogue en cas de crise à l'interne.
C'est pour éviter le retentissement des armes, la génocide, les xénophobie et tout consort. C'est un garde-fou dans un texte tout à fait constitutionnel. La thématique actuelle, pour essayer un peu d'éclairer Mouchagaloussa, c'est pour dire ceci. Les résolutions ici d'Arusha n'étaient pas une communication dans un contexte exécutoire d'une résolution de conflits directs. Non, c'était d'abord les cibles de thématiques qui devraient faire la subsistance de la gestion de ces conflits par les parties prenantes. Il y a eu quoi? J'ai ces textes-là. Entre autres, le président de la République suivait ça en direct. Il suivait ça en direct, il a même participé en direct. On a fait cette communiqué des résolutions. On lui a même donné la parole. Il a changé, lui-même il a dit, à lieu et place de cesser le feu, je parle du retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais, à l'instar des vérifications de d'autres États en concours des résultats de conflits dans la région des Grands Lacs. Il a fait allusion à tous les positionnements des États qui se veulent la résolution des conflits dans notre pays. Il a fait montrer que on ne peut pas négocier ou soit chercher à faire un dialogue quelconque parce qu'il y a quelqu'un qui a pris quelque chose de force. Vous comprenez? Et depuis ces jours-là, on ne peut pas interdire le tir diplomatique qui se font des contacts de couloirs secrets. Mais est-il que si eux étaient les premiers observateurs, ils ne devraient pas continuer sur le Kivu, bien que c'est une position inconventionnelle. Mais parce que nous sommes dans un principe pacte asunto. C'est Rwanda, le principe des pactes de bonne foi. Ils devraient tous avoir le regard, je voulais un peu citer, le regard sur ce qui vient de s'ouvrir, qui peuvent aboutir à une résolution quelconque. Mais mettez-vous en tête, dans une négociation, on ne peut pas y aller pacifiquement sans pour autant équilibrer les ambitions de ses propres intérêts. L'intérêt primordial ici, sur le Congo, n'est pas l'intérêt financier, n'est pas l'intérêt économique, mais c'est l'intérêt de la préservation de la souveraineté de notre pays. Justement, oui. Monsieur Innocent, préserver l'intégrité de la République démocratique du Congo, oui. Mais il y a un réel problème. Tout en ayant cette intégralité de la RDC, il y a quand même incursion, il y a quand même vol de minerais, où on parlerait aujourd'hui. Si on doit contextualiser actuellement, on ne dira pas que c'est une guerre d'intégralité ou d'intégrité territoriale, mais c'est plus une guerre économique qui a pris d'autres dimensions, parce que on a trop perdu du temps pour dialoguer finalement. Non, il y a ceci. Et je ne veux pas monopoliser la parole puisque les autres sont là, tu as un peu de temps, mais est-il que je vais dire en un mot. Il y a l'intérêt économique de par les personnes qui courtisent la RDC en empiétant sa souveraineté. Au flèche retour, nous préservons d'abord l'intérêt souveraineté. Vous comprenez? C'est pourquoi Arusha a parlé de ces deux thématiques au lieu de faire double emploi. Nous devons unifier les deux thématiques. C'est-à-dire, c'est pour retomber dans une philosophie comme celle de l'accord cadre. En unifiant les deux thématiques, on revient sur cette question de résoudre le problème avec le Rwanda, mais également avec la rébellion qui est à l'intérieur de notre pays. Nous allons y arriver. Laissez-moi faire la réflexion. Oui. Ce n'est pas en présentant cette kermesse des problèmes, dont tel que vous êtes en train de le dire avec légèreté, que vous allez comprendre que ici, avec Arusha, c'était question de vouloir avoir l'intérêt direct de la RDC. Non, nous savons pourquoi nous disons avec Arusha. Nous allons retomber dans le même accord cadre de l'Addis Abeba. Vous comprenez? Dans l'accord cadre de l'Addis Abeba, il avait des axes. Il avait la résolution des conflits à stabilité régionale et il avait un problème au processus de légitimité. Et quand vous remarquerez cet accord cadre de l'Addis Abeba, elle a été piégeant. Si je veux la réfléchir de cette manière-là, elle a été accompagnée par une résolution 1459 qui parlait même de décréter une brigade spéciale d'intervention avec les FARDC ou sans les FARDC. Et quand vous remarquez là où on parle de céder quasiment la souveraineté d'un État en guise de promouvoir l'unité continentale, ça a été toujours double G. Bon, nous n'allons pas nous référer à ça. Nous sommes dans la thématique de Arusha. On va revenir vers vous. Je voulais chuter en disant ceci. Excepté cela, excepté le problème de rapprochement, moi, tout à fait d'accord. Puisqu'il faut la mettre, il faut se dire des choses en face. Puisqu'il y a les intérêts du lobbying qui a déjà dépensé son argent, qui va chercher à ce qu'un consensus soit plané
de sorte que la restitution de ces moyens dépend. Toutes ces armes-là qu'on est en train d'attaquer, ce sont des dépenses. Tous ces mercenaires que le Rwanda envoie en RDC, ce sont des dépenses. Les mercenaires que les Rwandais? Non, envoie en RDC, oui. Puisque vous n'allez pas me dire que dans ces 100 jours, dans ces 3 mois, une année, Nanga a formé l'armée, Nanga a attaqué même. Vous n'allez pas me dire ça. Donc, à l'instar de toutes les enquêtes, personne ne peut le nier, c'est de l'argent dépensé. Et c'est là qui donne au Rwanda l'argent. Il cherche à avoir le fraîche retour. Le positionnement dans des zones minéralisées, c'est pour alimenter financièrement toute cette guerre-là. Donc il y a toutes ces thématiques-là qui... Donc le Rwanda, comment dirais-je, les M23 avec les Nanga, c'est une coloration. Nous disons que là-bas c'est bleu. Alerte dit demain, non, enlevez ces bleus-là, caméraman, mettez-nous le blanc au mur. On met le mur, mais il sait que le mur c'est Arlette. Vous aurez le temps de revenir avec la parole. D'accord. Monsieur Sambaï, bienvenue à vous. Oui, très coincé avec la question des embouteillages. On le sait, c'est devenu une habitude à travers la ville de Kinshasa, carrément. Bonjour et bienvenue à vous. On reste aujourd'hui sur cette thématique de la démarche entreprise par la Sanco-ECC. Aujourd'hui, on parle de ces consultations qui sont allées d'ailleurs au-delà de frontières, dans les zones occupées de la RDC, avec Corneille Nangaa, avec Paul Kagame aujourd'hui. Une démarche qui semble ne pas être bien comprise au sein de la classe politique finalement. Ont-ils eu mandat? N'ont-ils pas eu mandat? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? C'est pour aboutir à quoi? Autant de questions autour de cette démarche des prélats catholiques, il faudrait le dire, mais aussi associer l'Église protestante et l'ECC en général. Qui devrait en principe entamer cette démarche, puisqu'on le refuse à cette dynamique? Bon, je pense que cette question vaut toute sa teneur d'être posée. Je salue M. Mchagaloussa, M. Innocent, Madame Arlette Boutella. Vous savez, c'est avec vraiment beaucoup plus de consternation que nous pouvons nous retrouver aujourd'hui pour parler de la République démocratique du Congo dans un état beaucoup plus particulier où nous avons Goma avec tout ce qui se passe aussi au Sud Kivu, très compliqué. Mais avant de comprendre ce que font les prélats catholiques, bon, ils sont dans leur liberté de réfléchir dans la recherche de la paix. Ils n'ont reçu mandat de personne, à ce que je sache. Ils ont pris l'initiative personnelle de se réunir, l'ECC et l'Église catholique, pour rencontrer les acteurs qu'ils considèrent comme étant principaux dans cette crise. Le président de la République, l'opposition, Corneille Nangaa, les M23, ils vont même jusqu'à Kigali pour rencontrer Paul Kagame. Et la question peut-être serait posée, qui finance tous ces déplacements? Bon, c'est l'Église catholique, est-ce que c'est les papes, est-ce que c'est la Senco? Est-ce que c'est pas le président de la République lui-même qui a donné mandat? Toutes ces questions. Est-ce que c'est la Senco avec son budget? Est-ce que c'est les cardinals? Et l'ECC dans tout ça? Est-ce que ce n'est pas le président de la République? S'il faut revenir sur l'interpellation du président de l'Assemblée nationale, lorsque il y a eu cette chose extraordinaire, il a été clair pour dire que la question ne peut même pas être abordée. Peut-être que c'est le président de la République et lui s'est rapproché au président de la République pour demander tout cela. Mais nous allons d'abord analyser les problèmes dans sa profondeur. Madame, vous savez, lorsqu'il y a guerre, vous n'avez que deux options. Soit vous ripostez, soit vous négociez. Alors, toute guerre, lorsqu'on débouche sur les négociations, nous avons deux possibilités. Soit vous êtes en état de force, soit vous êtes en état de faiblesse. Et quand vous allez négocier, vous allez en force ou en faiblesse. Lorsque vous allez en faiblesse, vous êtes fragilisé et vous devez vous soumettre aux conditions de celui qui vous agresse et qui est dans une position de force. Et là, en ce moment-là, la situation pourrait être compliquée post-négociation au regard des conditions que la partie forte va se mettre sur la table. La situation que vit actuellement la RDC, c'est presque similaire à ce qui se passe en Ukraine et la Russie. Vous voyez que la position que Kagame prend aujourd'hui n'est pas différente de la position de Vladimir Poutine. Il se fout de vos sanctions. Des sanctions de la communauté internationale, lui poursuit son offensive, il attaque l'Ukraine. On sanctionne, il se fout de toutes ces sanctions, mais il est dans une position de force. Quand il faut parler dialogue.
Donald Trump a appelé Poutine, ils ont parlé, Poutine est ouvert à la négociation, au dialogue, mais il est dans une position de force, il pose même déjà des préalables. On ne doit pas discuter des territoires ukrainiens déjà occupés par la Russie. Il est dans une position de force. Si vous refusez, il va camper sur sa position. Voilà ce qui se passe quand il y a guerre. L'Israël et Palestine, on sait ce qui est en train de se passer avec la bande de Gaza et consorts. Donc il y a toujours quelqu'un qui est dans une position de force, l'autre dans une position de faiblesse. Bon, aujourd'hui, nous parlons de négociation. La RDC partira dans quelle position? La position des forces ou des faiblesses. Pour revenir à ce que Maître a dit tout à l'heure, problème de légitimité. Aujourd'hui, nous n'avons pas de problème de légitimité. Il y a des institutions mises en place qui sont légitimes, des institutions qui sont légales, légitimes. Il y a eu toute organisation des élections, il y a même une constitution. Donc on ne peut pas dire qu'au Congo aujourd'hui se pose une question de légitimité. Lorsqu'il faudra parler des négociations, certes les prélats sont en train de les faire. Nang a certainement posé ses conditions. Ils vont voir Kagame, il va poser ses conditions. Le président pose aussi ses conditions. Mais comment trouver le juste milieu du moment où Rwanda, M23, FC sont actuellement dans une position de force et le côté congolais est dans une position de faiblesse? Est-ce que ce serait vraiment concluant si on s'ouvrait au dialogue aujourd'hui au regard des conditions qu'ils vont poser? Qu'est-ce qui pourrait être concluant en lieu et place? Parce que déjà, lorsque nous arrivons à l'étape de négocier, ça veut dire que déjà on a exclu ou encore on suppose que l'épreuve de force n'est pas en notre faveur. Ce n'est pas en notre faveur. J'étais en train d'aborder le premier volet, qu'on parle de négociation. Et vous présenter les tenants et les aboutissants, les risques même de négocier au stade actuel parce que nous sommes fragilisés. Jamais Goma n'a été occupé pendant autant de jours dans l'histoire de ces pays. En 2012, c'était 24 heures, 48 heures, et c'était un coup de fil, et puis le M23 s'était retiré. Certes, il y avait l'intervention sud-africaine, mais ça n'avait pas pris autant de jours, nous sommes à plus de 10 jours. Et aujourd'hui, non seulement... Non, en 98, ça a pris 3 ans, 4 ans. Non, non, je parle de l'occupation des Goma par la rébellion. Par la rébellion et qui échappe au contrôle total de la communauté internationale. Total, du gouvernement total en place, par exemple. de Kinshasa. Oui, Kinshasa. 98, 99, 2000. Oui, c'était dans la main des RCD. À 2001. Mais nous n'avions pas à l'époque 2001 d'ailleurs. Puisque le dialogue intercongolais est terminé vers novembre, octobre. Ça se justifie, c'est tout à fait logique. Nous n'avions pas un gouvernement légitime. Non, Kabila était là. Il y avait un pouvoir de fait qui lui a été considéré. Vous l'avez appelé pouvoir de fait. C'est là où simplement parce qu'AFDEL devait partir, Mouzé devait venir, ça pouvait se justifier. 97, au mois de mai, il arrive. 98, les pays. Non, pas dans ces stades des choses. Non, j'ai parlé après la mort de Mouzé. Joseph Kabila prendra le pouvoir. Et 48, alors puisqu'il fallait faire fonctionner les affaires de l'État. N'allons pas dans cette optique. Mais juste, j'ai dit juste. C'est un contexte assez particulier, il faudrait quand même le reconnaître. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même contexte qu'aujourd'hui, qu'il y a une souveraineté, qu'il y a un président de la République élu. C'était une nature conflictuelle sur le plan politico-militaire. Exactement, maître. N'allons pas dans cette optique-là. Non, la thématique était différente. Quand vous intervenez, oui, quand vous intervenez, elle a changé un peu de connotation. Exactement. Quand vous intervenez pour justifier dans ces sens-là, ça peut paraître dangereux. Parce que la population n'attend pas ces discours. Non, nous pour qu'on fasse une comparaison, afin de dire qu'à l'époque, ça avait pris 3 ans. Ils peuvent se dire que non, ça peut aller jusqu'en 2028. Non, non, ils n'attendent pas ces discours. Moi, je n'ai pas dit ça. Alors, on fait recours à l'histoire. On fait recours à l'histoire. Ce qui sous-entend dire que les époques aussi diffèrent. Non, je ne compte pas. Les époques et contextes, c'est diffère. Oui. Ce qui veut dire qu'à l'époque, Mouzé, ça pouvait se justifier parce que les Rwandais l'avaient soutenu pour faire partir Mobutu. Et qu'ils pouvaient mettre les exigences sur table pour revendiquer ce qui leur revenait. Ça peut se justifier dans ce sens-là. Mais sous Mobutu, c'était un gouvernement légitime, un pouvoir légitime. On ne pouvait pas assister à ce genre de spectacle. Et aujourd'hui, vous allez revenir, vous aurez le temps de parole. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement légitime, mais voilà, les rebelles sont en train de revendiquer, et ce qu'ils revendiquent n'est pas reconnu par Kinshasa. Et du coup, c'est une occupation, et il faudrait que Kinshasa réfléchisse pour sortir de cette crise. Alors, premier volet, c'était négocier, ce qui apparaît très compliqué parce que nous serons dans une position de faiblesse. Ils augmentent l'offensive, s'il faut négocier, nous serons perdants.
Parce que sur table, ils vont augmenter les enchères. Exactement. Alors, deuxième volet, c'est le volet qu'il faudrait, en tout cas la riposte. Il faut riposter. Soit on négocie, soit on riposte. Il faudrait que les décideurs lèvent l'option. Soit on décide, soit on riposte. Or, pour riposter, nous sommes aussi dans une position de faiblesse parce que nous n'avons pas l'armement qu'il faut pour faire face à l'agresseur. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait? Questionnons l'histoire. À un certain moment, le Congo était aussi dans un état de faiblesse. Il vous souviendra, 97, 98, Angola, Zimbabwe, Namibie nous avaient prêté main forte pour, à un certain moment, bouter l'ennemi dehors. Mais aujourd'hui, on revient sur cette question. Il y a l'EAC et autres qui, disons-le, ont montré les limites. Ont quand même montré des limites aujourd'hui. On parle, si l'Afrique du Sud a réagi, parce qu'il se disait on était venu pour le maintien de la paix et non pour mourir et non pour la guerre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on devrait compter avec ses alliés sur le plan continental, réévaluer, renégocier les choses autrement pour passer à l'offensive et défendre le sol congolais. Exactement. La riposte vigoureuse, comme l'a dit le chef de l'État, c'est à deux volets. Vous avez la riposte en attaquant le problème dans sa racine, savoir qui alimente l'ennemi, l'attaquer du point de vue diplomatique. Personnellement, je considère les résolutions d'hier comme étant une victoire, où l'Union européenne, dans sa majorité, lève des sanctions contre le Rwanda. Ce qui sous-entend dire que si ça continue comme ça, Rwanda serait fragilisé et le régime Kagame serait vraiment en pleine chute. Vous avez parlé de Poutine aujourd'hui. Qui ne dit pas que justement Paul Kagame finalement a eu le temps de préparer. Tout à fait, je l'ai dit tantôt. Le Rwanda est en train de se foutre de quoi? Des sanctions. Parce qu'ils sont en train de continuer. Vous avez suivi la semaine passée, il y avait cessé le feu. Ils ne l'ont pas respecté. Ils sont en train de se foutre de cela, mais ce n'est pas une solution efficace et définitive s'il faudrait vraiment, à ce stade-ci, recourir à une pression diplomatique parce que le Rwanda, bon, je dirais le Rwanda, même pas M23 ou AFC, en avançant, ils peuvent changer d'agenda. Et des visions objectives, on a suivi Corneille Nangaa, c'était d'abord prendre Goma pour augmenter la pression, mais il demande est-ce qu'on peut poursuivre jusqu'à Kinshasa? L'appétit vient en mangeant. Est-ce qu'à côté diplomatique, ça pourrait être efficace? Sinon, il faudrait à ces moments-ci faire une très bonne négociation avec des partenaires qui pourraient appuyer main forte à l'armée pour riposter vigoureusement. Voilà des options à suivre que les décideurs devaient prendre. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui au gouvernement d'avoir un langage clair sur cette question? Oui, je pense, madame, je m'excuse, je n'aime pas parler des gens, mais tout ce que je parle arrive toujours. Quand je parlais de tous les processus, qu'il y en avait 3 personnes, c'était sur ce plateau. Aujourd'hui, on vient de dire qu'il faut fusionner les 2 processus de l'Angola, de Luanda et le processus de Nairobi. Je précise, janvier 2024. Oui, oui. Ici, oui. Vous l'avez dit. Voilà, je l'avais dit. J'avais encore dit sur ce plateau que le chef de l'État finira par négocier, mais ça sera en position de faiblesse. On peut retrouver ça, je l'avais dit sur ce plateau. Et c'est ce qui va arriver, malheureusement. Et ça va arriver pourquoi? Parce qu'il y a effectivement des gens qui sont autour de lui, sur le plan professionnel et sur le plan politique, qui ne font... Maître Innocent, Maître Innocent, vous nous distrayez avec la sonnerie. S'il vous plaît, pour prendre son téléphone, on est en direct. Oui. Donc, je disais que ce qui est en train de se faire, et moi je me fais le devoir comme citoyen congolais de pouvoir donner les conseils au président de la République et à ceux qui l'entourent. Il faut effectivement, il n'y a aucune honte de dire qu'on va les négocier. Je venais de dire qu'il doit prendre la casquette des pères de la nation. Enfants égarés ou pas, tous sont des Congolais. Comparé de ceux qui sont derrière Nangaa, des marionnettes, ça va être un deuxième élément. La différence entre moi et Maître Innocent, il est théorique, il est scientifique, moi je suis pragmatique. Je suis réaliste. Sur le terrain, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des Congolais qu'on les aime? Je l'ai toujours dit, on peut les traiter de Lucifer. Moi-même, je peux les traiter de diable parce que je n'aime pas la guerre. Je suis un homme pacifiste. Mais ils sont là. Goma, je ne veux pas utiliser les mots et sinon on risque de fermer, on risque de couper les signaux comme Bossembe l'avait dit, que si quelqu'un parle que Goma est fait ceci, on va couper les signaux. Mais la situation de Goma est connue. La situation de Bukavu, elle est en train d'avancer comme elle avance. La situation de la communauté internationale et la lecture. J'ai dit si on fait une mauvaise lecture régionale, on va encore entrer de s'embourber. Je venais de donner un élément sur l'Union africaine qui traite l'AFC de position politique armée.
C'est un détail diplomatique qu'il faut prendre. Le fait de parler qu'il faut fusionner les deux processus, il faut prendre ça en compte. Troisième élément, on parle toujours du Rwanda. Je l'ai toujours dit, prenez une carte, professeur. Prenez seulement la carte par cœur. Bunagana se trouve où? Bunagana est frontalier avec l'Ouganda et pas par le Rwanda. Et j'étais le premier à pouvoir révéler que ceux qui ont envoyé le M23 ici, ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Ouganda qui a envoyé le M23. Il y avait deux ailes de M23. Il y avait l'aile qui était en Ouganda et l'aile qui était au Rwanda. C'est l'aile qui était au Ouganda ou en Ouganda qui est venue en RDC. Mais on focalise, on fait une mauvaise lecture. Et donc, même si on arrange avec le Rwanda, si on n'arrive pas à faire la question d'une manière régionale, on ne va pas arranger puisqu'il y aura toujours de ces côtés-là. Donc ça, c'est un deuxième élément qu'il faut prendre. La question d'Arusha, je viens de dire, on peut aujourd'hui se frotter les mains. Mais je viens de le dire, il n'y a eu ni objection, ni abstention, ni contestation du communiqué d'Arusha. Si on ne dit pas ça, qu'il n'y a pas objection, on ne refuse pas, ça veut dire quoi? Concrètement, on accepte de pouvoir négocier. Ça, c'est un élément. L'autre élément, pour une fois, je crois que même si Olivier, je l'apprécie beaucoup, je ne voulais pas être d'accord avec lui, mais finalement, lui-même avait déjà donné la réponse. Kagame, on va dire qu'on va les sanctionner. Et il a fait une interview, je n'ai pas parlé pour lui, mais il a dit, pour des questions de sanctions et questions existentielles, il préfère se battre pour des questions existentielles que des questions de sanctions. Ah donc, même si on les sanctionnait, donc il va continuer parce qu'on va se frotter. Et c'est là où nous, Congolais, nous sommes très naïfs. Parce que l'Union européenne dit qu'il va sanctionner. Mais dans l'entretemps, on continue à lui envoyer des armes. Dans l'entretemps, on les soutient pour les actions qu'il mène au Mozambique, la mission qu'il déploie en Afrique du Nord là-bas. Il continue et il prend ces armes-là, il les retourne. Et nous, nous frottons les mains au lieu de pouvoir nous battre nous-mêmes. Ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, l'environnement politique que nous sommes en train de traverser, maître Innocent. Nous avons toujours dit, et là j'en appelle, je sais que je ne sais pas quel secrétaire il faut s'adresser, si c'est le secrétaire général Kabouya ou Deo Bizibu, mais j'en appelle à mes compatriotes de l'IDPS. Cessez d'agresser les gens, de pouvoir vilipender les gens pour rien ou de caricaturer quiconque n'est pas d'accord avec votre option. On vient de le dire, soit on va sur le plan militaire, or sur le plan militaire, la réalité est connue, et je venais de le dire, ceux qui disent non, Toko Bunda, Toko Gagné Bango, ils ont envoyé combien d'enfants au front? Quels sont leurs petits frères qu'ils ont envoyés au front total en recruter pour dire qu'il faut gagner le Tombouana. Donc, et même dans les think-tanks, dans les services, il faut qu'on puisse dire, nous, le pays est à tel niveau, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord ça, on négocie, et puis après on va préparer une armée, et dans 10, 15, 20 ans, nous pouvons être en mesure de faire front à ça, mais on accepte d'abord cette situation pour récupérer l'intégrité territoriale. Mes chers frères et sœurs, ce qui fait l'essence et l'essence de tout pays, c'est d'abord l'individu citoyen. Quand les Américains parlent, ils parlent d'un citoyen américain. Quand la France parle, ils parlent d'un citoyen français. Quand la Belgique parle, ils parlent d'un Belge. Vous avez vu Wondo ici, le cas le plus récent. Il était condamné à mort, mais la Belgique s'est mise debout pour un seul citoyen, un seul individu. La Belgique s'est mise aujourd'hui, Wondo, il est en Belgique, il est parti. Mais nous, il y a des Congolais qui continuent à mourir et on se dit, on ne peut pas négocier, que ce soit ceux qui tuent, que ce soit ceux qui ne veulent pas arrêter la guerre. Tous on risque de croire seulement qu'ils veulent tous la mort des Congolais. Et ce sont ceux qui sont ici à Kinshasa. Moi, j'en souffre. Je m'excuse d'en parler. Ma famille est à Goma, ma grande sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur. Et chaque jour, je dois chercher l'argent pour les envoyer. Donc, vous imaginez ce que nous sommes en train de subir comme douleur. Ma famille est à Bukavu, je suis de Bukavu. Et vous voulez que les gens meurent alors qu'on a une solution pacifique à la portée des mains qui peut se résoudre en un clic là-dedans. En un clic. On dit, bon, on se retrouve, on négocie, vous voulez qu'on parle, mais d'abord arrêtez ça. Mais vous continuez à dire à tergiverser mais monsieur Mouchagalouche, est-ce que ce n'est pas finalement cette finalité que voulait la rébellion rwandaise, l'agression rwandaise, c'est-à-dire asphyxier la République démocratique du Congo, mettre la République démocratique du Congo dans une position à genoux où aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de le dire, le souhait est de défendre le sol congolais, mais on se retrouve en même temps en train de vouloir défendre le sol congolais et en même temps envie de vouloir protéger nos frères et sœurs congolais. Est-ce que ce n'est peut-être pas ça la finalité aujourd'hui? Parce qu'il faudrait le dire, Goma est asphyxié, les banques ne fonctionnent plus, et autant de situations qui ne permettent pas à la population de se ressaisir finalement. Non, permettez, ceux qui n'ont pas, malheureusement, madame, ce langage, c'est de la manipulation, et nous savons ceux qui sont dans les labos de manipulation pareil. Lorsque Vital Kamerhe avait proposé, et nous, des négociations au moment où on était encore à Bunagana, est-ce qu'on arriverait à la situation aujourd'hui?
On n'y arriverait pas. Et si on ne prend pas ça en compte, moi je suis de la société civile, j'aime mon pays, je dois dire la vérité telle que je pense. Je suis libre, indépendant d'esprit. Mais justement, où sont les leaders de la société civile pour sensibiliser la population aujourd'hui sur cette question? Parce que c'est vrai, apparemment, il faudra le dire, et la société civile et les partis politiques sont bouche bée aujourd'hui. Il y a des tracts qui circulent, il y a des messages qui circulent, qui intimident X et qui insultent Y. Il n'y a aucun des responsables, aucun des leaders qui s'élève aujourd'hui pour dire à la population ou encore aux militants de certains partis et regroupements politiques que la logique, ce n'est pas ça. Non, heureusement, madame, je veux féliciter, j'en profite pour faire un clin d'œil à Jean-Marie Kassamba pour nous permettre d'avoir du temps de faire passer des messages pareils. Nous l'avons toujours dit. Comme on dit, quand ceci est arrivé, où est-ce que vous étiez? Nous l'avons toujours dit et nous l'avions toujours dit. Vital Kamerhe, lorsqu'il avait parlé des négociations triangulaires, il y a autant d'années, il y a 2 ans. Et madame, je suis parmi les personnes, et j'en suis convaincu que la balkanisation n'aura jamais lieu dans ce pays. Parce que la beauté, moi, du Kivu qui se retrouve ici, je n'accepterai jamais que les Sud Kivu, les Goma échappent au contrôle gouvernemental. Ceux qui sont les gens du Congo central qui sont à Goma n'acceptent. Donc la balkanisation, c'est de la manipulation, ça n'aura jamais lieu. Deuxième élément, si nous, en interne, nous sommes d'abord unis, si en interne, on n'est pas unis, les Rwandais, toujours, pourquoi nous ne pouvons pas nous retrouver pour dire finalement, et c'est ça que les évêques sont en train de chercher, qu'on fasse un pacte social pour les mieux vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. C'est-à-dire les Congolais se retrouvent, on se regarde en face, même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur certaines institutions ici des élections, parce que si on avait effectivement des services sérieux, qui ne sont pas là pour arrêter, pour traquer les gens qui parlent. La personne qu'il fallait d'abord interpeller, c'est Denis Kadima Kazadi, avec ce qu'il nous a produit dans ces pays. C'est que nous avons les élections d'autant de jours et des députés nommés et des conseils communaux nommés au lieu d'être élus. Tout est parti des élections où certaines personnes contestent. J'ouvre la parenthèse et je la ferme. Les services peuvent analyser ça. Et donc, si nous les Congolais, nous nous réunissons d'abord ensemble en Marlette, on appelle tous ces enfants égarés, tous ceux qu'on qualifie de Lucifer, des diables, on dit Bozaba Namboka. Pourquoi Bozolinga, Rwanda Kotaka toujours, Tosalanen, Boya, quel est le problème? Vous pensez que le Rwanda va envoyer la brigade ici sans qu'il y ait des Congolais? Ne le fera jamais. Et à ce moment-là, on l'exposera vis-à-vis de la communauté internationale. Et donc, si d'abord nous, les Kindokiamana Ndako, ils sont plus dangereux que Kindokia Libanda. L'enfant de la maison connaît bien la maison. Et donc, il est important, j'insiste une fois de plus, sous nous les Congolais, nous nous retrouvons ensemble. Dans l'affaire de Bananda, la crainte aussi, c'est ça, parce que le pouvoir ensemble ne veut pas justement de cette union-là, parce que finalement, chacun voudra au finish pas résoudre la question de la crise, mais plutôt la question de se repositionner politiquement. Oui, effectivement, c'est à ce moment-là on va regarder tout cela et chacun va les dire, toi tu as fait ça, mais finalement on fait quoi? Et quand j'avais proposé le dialogue en spirale, on passera à la 3e phase où il faudra faire une réconciliation qui va suivre les dialogues. À l'époque, Sun City, on avait fait la commission vérité et réconciliation qui n'avait pas marché. Je reviens pour ne pas perdre ce qu'Olivier a dit. Donc, une diplomatie forte, j'ai toujours dit, pourquoi nous les Congolais, on vient voler les matières chez nous, on les vend moins cher, mais nous ne sommes pas en mesure. Donc, la question d'intérêt économique et d'intérêt, s'il faut parler, lié sur des mines, moi j'ai toujours dit, je m'excuse, je ne veux pas utiliser le terme le plus fort, mais nous sommes incapables. Je m'excuse de le dire et j'assume comme Congolais. Comment quelqu'un peut venir voler chez toi? Il va vendre à l'extérieur moins cher et toi tu connais là où il a vendu, tu as les mêmes matières, tu ne peux pas les négocier. C'est là pour dire, au lieu d'acheter là à $2, viens acheter ici à $1. C'est parce qu'on n'a aucune politique pour ça. Innocent. Et c'est là qu'il faut rejoindre Olivier pour faire une forte diplomatie par rapport à ça. Maître Innocent, aujourd'hui, c'est vrai, Monsieur Mouchagaloucha condamne justement le pouvoir en place, l'UDPS que vous représentez ici sur ce plateau aujourd'hui, qui est dans la politique d'accuser. Si on n'accuse pas Vital Kamerhe, on n'accuse pas Modeste Bahati, pourquoi ils sont silencieux? Ils veulent qu'ils s'expriment, ils veulent qu'ils montent au créneau. Et c'est maintenant devenu un mode de fonctionnement où on doit à chaque fois pointer du doigt qui X, Y, si c'est pas les alliés en politique, c'est les prélats catholiques, c'est l'ECC, ou encore, on est même allé encore plus loin pour incriminer les commandements militaires, qu'il n'y en a pas, qui sont des traîtres. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une alternative autre que la démarche de consultation entamée par la 5ECC?
pour justement résoudre cette question Je de la voulais crise d'abord sécuritaire. apaiser Mouchagaloussa. L'IDPS n'a jamais pris une position citant les gens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont à la portée de tout le monde. Non. Nous devons élever les Camer, débats. vous avez dit Mais que c'est un homme je ne parle pas des caméras En ici. Bongo, vous venez de dire qu'on va brûler toutes les églises. L'UDPS a dit. L'UDPS. Mais on connaît les Il y a eu militants un de l'UDPS. communiqué officiel de l'UDPS. Non, c'est vous dans le militantisme. Toi, tu cites Camer ici, les autres citent, mais pas les communiqués officiels. Faisons la part des choses. Nous sommes en train de discuter sur ces plateaux des expressions officielles, les options officielles. Nous allons nous baser sur ça. S'il faut se baser sur des spéculations des réseaux sociaux, moi je regrette. Je n'entre pas dans ce genre de considérations. L'UDPS n'a jamais fait une quelconque communiqué contre Kamere. Kamere, c'est un acteur politique emblématique de ce pays. Preuve en est qu'il est avec l'UDPS. Toi, tu crois que Kamere ne contribue pas? Il contribue. Mais la question actuelle, il faut la comprendre. Nous venons d'un gouffre d'un 18 ans où il y avait la nappe de la balkanisation qui était déjà implantée. C'est que vous aviez qualifié de paix et du calme, mais elle avait en dessous de soi une continuité d'une politique contre-sentiment des Congolais qui n'allait pas payer d'ici 14 ans, d'ici 15 ans encore, on allait nous envahir ici. Pourquoi? Parce que le Rwanda veut utiliser la RDC comme son intérêt de fonctionnement. C'est ce qu'il faut comprendre. En matière de minéraux tels que tu es en train de les parler avec légèreté, c'est puisque tu n'es pas dans cette ambiance de minéraux. Ce qui compte plus dans le minerai, c'est la conscience d'intérêt. Tu peux avoir même cuivre, même teneur, mais si quelqu'un n'a pas confiance en toi, il ne viendra pas t'acheter. Puisque c'est un domaine de certification, un domaine de sécurisation, il faut être dans le mine pour connaître son fonctionnement particulier. Vous comprenez? Ce qui a détruit aujourd'hui le commerce minéralisé sur le Congo, c'est la fameuse libéralisation des secteurs miniers. Quand on a fait entrer les privés dans l'exploitation minière, Mobutu avait refusé. Il a gardé l'exclusivité à l'État. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, dans les conventions internationales, lorsque aujourd'hui nous sommes en train de parler du Rwanda, qu'on retire l'accord qui a été signé avec l'Union européenne, c'est parce que la procédure de certification des minéraux dépend d'une conclusion analytique qui a présenté un résultat d'une substance en ténère et en quantité. Mais comment vous allez certifier le minerai en déportation? C'est ça la différence. Donc il s'est fait dépôt au Rwanda pour vendre à lieu et place de la RDC. Et pour deuxième élément, pour t'apaiser, puisque tu dois avoir les informations, vous qui êtes de la société civile, je dis ceci. Dans le contexte de commercialisation des minéraux, comme je parlais en termes de confiance, le Rwanda a un prix très élevé. Mais il avait la confiance. Pourquoi? Les personnes qui aident, qui ne veulent pas la redevabilité minière, qui ne veulent pas de taxes, il lui fournit les armes, lui les donne sans déclaration minière. Attends, c'est une politique d'exploitation illicite que nous décrions. J'avais parlé à un terme tout à fait raccourci, l'intérêt économique et financier. Vous comprenez? Et en même temps, le Rwanda qui a une ambition de balkanisation en tant que sociologie à envahir. C'est une sociologie à envahir. Une anthropologie fomentée. Puisque la véritable anthropologie, nous allons trouver l'ancienneté de ces peuples sur ces lieux, comment ils vivaient. Maintenant, aujourd'hui, le consensus qui est arrivé, vous allez remplacer le chef du territoire. Or, la chefferie, c'est le chef coutumier qui gère. Le chef coutumier croit à l'option ancestrale. Vous la mettez dans le consensus avec le M23. C'est ça la balkanisation. On implantera sur ces lieux quelqu'un qui n'a pas vécu chez le Mouchi. Mouchi, c'est un nom d'un ancêtre qui a occupé les premiers. Il y a le caractère d'antériorité d'occupation de tout un peuple. Il faut lire bien le kambagisme dans l'anthropologie des langages. Il a bien expliqué la différence entre le tribalisme et le tribuisme par rapport à l'intégration des personnes qui ont fait longtemps dans un secteur quelconque. Donc, aujourd'hui, le gouvernement est devant un dilemme. Le dilemme, c'est la démolition d'un plan de balkanisation qui a été implanté pendant 18 ans,
qui aujourd'hui, ces plans-là, a eu des ramifications, regarde, a eu des ramifications de faiblesse dans tous les secteurs de l'État. C'est pas possible. Sécurité, défense, renseignement, tout ceci, il y a eu infiltration. Même jusqu'à preuve du contraire, si vous allez dire qu'il n'y a pas, nous ne sommes pas infiltrés, moi je vais regretter. Puisque l'élément le plus considéré dans l'ambiance de la guerre, c'est l'espionnage. Vous comprenez? On ne peut pas abattre un adversaire dans une guerre si on ne connaît pas sa position. Pour connaître sa position, son stratégie, il faut l'espionnage, il faut l'espionner. Donc c'est une option qui se développe vite dans le contexte de la guerre. Et ce genre de jeux attrape les personnes à petit esprit. Puisque n'oubliez pas que dans cette armée, pardon, juste une parenthèse. Oui. Dans ce domaine d'espionnage, oui. Lorsque très souvent les gens interviennent, on veut nous donner l'impression que le Rwanda est expert en espionnage en République démocratique du Congo. L'inverse est impossible. Non, ça peut être l'inverse est impossible. On est en grand nombre. Non, Madame on Arlette, peut mieux infiltrer. Non, si nous n'allons pas faire... Je parle des intervenants. Quand vous évoquez les deuxièmes épouses des officiels congolais, c'était des Rwandais. Aujourd'hui, est-ce que la RDC, après toutes ces années, est incapable d'infiltrer le Rwanda? Nous disons ceci. Je vous ai fait voir que dans l'option des guerres, quand vous remarquez nous Lambert, vous allez remarquer le triple alliance. Ce qui a fait écrouler la France dans son temps, c'était l'infiltration. Jusqu'à les imposer un chef de l'État qui a géré la France. C'est là où est ressorti le mouvement des citoyens, le mouvement des ouvriers qui ont fait résistance à ce genre de fléaux. C'est par rapport à l'infiltration. Un espion, le premier réflexe technique d'un espion quand on veut t'intégrer dans l'espionnage, on doit voir ton attitude, l'attitude. Est-ce que Arlette a le caractère de contenir la discrétion? Deuxième élément, est-ce qu'il peut donner double face? Non, un espion, c'est un comportement qu'on t'attribue par la mission, mais on profite de tes attitudes naturelles. Okay. Le Rwanda, nous le classons anthropologiquement comme des personnes fourbes. Dans leur nature, ce sont des personnes fourbes. Même la nervosité d'un Rwandais est cachée. Quand il agit, c'est tué immédiatement. Mais quand tu regardes un Congolais, un Quinois s'exprime, il est impulsif. Quand il gronde, tu es en même temps capable de connaître sa position. C'est différent. Ce genre de personnes, aujourd'hui, nous sommes tombés malheureusement par ce genre de nature d'ennemis. Nous mettons de côté pour ne pas monopoliser. Mais je voulais te préciser quelque chose. Avec Vital Kamerhe dont tu cites, tu es en train de se lamenter pour rien. Tu as fait allusion, prison, oh, ceci, cela. Heureusement, je n'entre pas dans ça. Le procès était en direct, le peuple est en train de juger. Vous comprenez? Je n'entre pas dans ces considérations-là. Mais est-il que l'UDPS aujourd'hui, par le fait qu'il y gère, il n'a pas voulu jouer le même rôle que le PPRD? On tue à l'Est, on tue à Goma, mais il y a du flou pour savoir qui tuait. Mamadou dans la mer. Mais qui a tué? Une ambiguïté, mais on l'a enterré avec honneur. Baouma, pardon, Baouma va mourir. J'ai dit ceci, Baouma va mourir. Mais les circonstances sur lesquelles il était mort, on ne connaît pas. Aujourd'hui, nous savons que c'est le Rwanda. Aujourd'hui, nous savons que derrière le Rwanda, il y a la communauté internationale. Nous avons l'option diplomatique. Il a commencé par, la guerre n'est pas seulement acheter les armes et se battre. C'est de savoir d'où elle vient. Elle est assise dans quel intérêt. C'est la tournée que tu vas avec le président de la République. Il faut sensibiliser. Je salue beaucoup la dame des affaires étrangères, qui est du genre Arlette. Je souhaite que demain, Arlette aussi soit ministre. Ça, c'est un souhait pour moi. Vous avez le même diapason de réflexion. Cette dame-là, merci beaucoup. Vous savez, dans quelque chose, il peut y avoir de la faiblesse ici, mais Dieu peut relever quelqu'un qui peut... Aujourd'hui, elle est dans un leadership diplomatique très agissante et fiable. Vous voyez, cette dame convainc aujourd'hui toute la communauté internationale. Je sais que dans la tutesse des guerres, les sanctions comme celles qu'on vient de prendre théoriquement, elles ne vont pas se faire sentir. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur la question de sensibilisation. On est dans un contexte particulier. Il faudrait arriver à sensibiliser les militants sur les vraies questions, sur les attitudes à prendre également. Non, parce qu'il ne faudrait pas non plus, au-delà de tout, négliger ce que l'on entend, ce que l'on
fuit à travers les réseaux sociaux. Ne peut pas sociaux. résoudre le problème du Rwanda par une génocide. Le peuple est très fâché. Le chef les interpelle à la retenue, puisqu'il y a des options qui nous amèneraient la victoire, sans pour autant répondre à une génocide. Monsieur Sambaï, on termine avec vous, justement, on a épuisé tout le temps. Dialogue, finalement, entre Congolais, négocier. Qu'est-ce qu'il faut payer pour avoir 20 minutes? On ne paye pas, on respecte les téléspectateurs, parce qu'il y a un programme qui vient après. Ouais, ouais. Évidemment, aujourd'hui, si on devrait rester sur cette option, quelle attitude devrait avoir aujourd'hui le Congolais vis-à-vis de ce qui se passe actuellement en ce qui concerne les négociations ou encore les consultations? Nous sommes attaqués par les armes. Quelle attitude avoir? Même si vous résistez, quand il y a des armes, il y a des bombardements. 3000 personnes sont mortes dans 48 heures, je pense, à Goma. 2 jours, 3000 personnes sont parties. Il y a les corps jonchés, les riz. Il y a résistance, certainement. La plupart de ceux qui sont morts, certains ont reçu des balles perdues. Je connais certains qui sont passés de la vie au trépas, qui ont reçu des balles perdues. D'autres qui ont vu des balles dans leur maison. Heureusement, Dieu merci, ils n'ont pas été atteints. Des personnes que je connais personnellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de revenir à ce que a dit M. Innocent. Je résume ça à une notion scientifique, l'ethnologie. L'homme occidental l'a fait depuis plus de 6 décennies dans ce pays, à étudier l'ethnologie pour nous comprendre afin de nous infiltrer. Parce que la balkanisation, comme l'a dit M. Mouchagalou, ça ne viendra jamais si la population ne se prononce pas. Aujourd'hui, si la population se range du côté de l'ennemi, c'est la balkanisation. Et vous comprenez que anthropologiquement, Congolais a le sentiment d'appartenance à son pays. C'est la raison pour laquelle, malgré les intimidations, ils disent non. Le chanteur qui est décédé hier, c'est le symbole de la résistance. Il a affronté l'ennemi pour dire qu'on ne peut jamais être avec vous. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir une réflexion profonde. Ce que le chef de l'État fait aujourd'hui, c'est à moyen terme. On ne peut pas dire à long terme, parce qu'il y aura des conséquences. Ce qui sous-entend que le régime Kagame est au bout du gouffre, au bout. Parce que jamais dans 30 ans, on a réussi toute la sensibilisation de la communauté internationale pour condamner le Rwanda. Charles Onana, que je salue, a fait un travail magistral et vous savez comment il a été attaqué par la France, négation ou affirmation du génocide. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il y a quand même tous les députés européens qui sont en train de condamner ce qui se passe à l'Est. Alors, ce qu'il faut noter, c'est soit on négocie en position de faiblesse, à genoux, en acceptant brassage, mixage, on revient à la case départ, nouvelle constitution, on fait tomber la constitution avec la nouvelle constitution. Soit on sacrifie la minorité, c'est ce que moi je constate. C'est une minorité qui est sacrifiée dans le but de sauver la majorité qui est le reste de la population. Parce que s'il faudrait aller dans une posture de riposte, il y aura beaucoup de morts et surtout que nous n'avons pas. Je conclurai dans 30 secondes, madame, excusez, le temps est parti. Vous savez, en termes de guerre, dans la théorie internationale de négociation de guerre, celui qui déclare la guerre devient agresseur. Et celui qui est agressé devient faible. Et maintenant, la communauté internationale ou les puissances internationales vont se ranger du côté de celui qui est attaqué. Parce qu'on dirait qu'il est agressé. C'est ce qui se passe avec l'Ukraine. Si l'Ukraine avait commencé, on se rangerait du côté Russie. Mais aujourd'hui, si la RDC... Ils attendent tout simplement... C'est alors que je salue le chef de l'État de n'avoir pas officiellement déclaré la guerre. Parce que le Rwanda se dira, je me présente, on veut m'attaquer. Quand on attaque, c'est fini, nous serons totalement détruits. Non, merci soit à riposte, soit négociation, que le chef de l'État... Il y a quand même quelque chose que Maître Innocent a dit, 18 ans qu'on a préparé la balkanisation. Non, je pense qu'il ne faut pas chercher toujours... Lumumba parlait de la balkanisation. Oui, non, Lumumba parlait... Comprenez qu'il est dans l'indépendance, il attaque le PPRD. Et puis cette question, non, Innocent, cette question d'IM23... C'est pourquoi je parlais de l'ethnologie. Cette question d'IM23, il faut saluer la sincérité du chef de l'État, vraiment, Excellence, Monsieur le Président de la République, parce qu'il avait reconnu finalement que l'M23 était ici à Kinshasa, mais on ne l'avait pas informé. Donc il faut avoir le courage de dire au Président de la République ce qui se passe. L'M23 était ici à Kinshasa, ils ont fait autant de jours avec le VPM de l'intérieur, mais les chefs de l'État ne savaient pas, donc ça a été mal géré. Et en fait, je vous rejoins en soutenant la dame qui fait le ministre des Affaires étrangères. Elle mériterait d'être même... Elle mériterait d'être Premier ministre parce que... confiance. Je vous dis, ça devient subjectif.
Grand merci à vous, monsieur Moucha Galoucha, maître Innocent également. Grand merci à vous. Aussi, monsieur Olivier Sambaye, c'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Oui, on reste solidaires, fidèles, et justement à notre nation, parce que nous l'aimons tellement, la République démocratique du Congo, et nous osons croire que la paix reviendra justement en RDC et nous allons recouvrer notre intégralité ou souveraineté nationale justement. C'est un réel plaisir que d'être avec vous, aimables téléspectateurs. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.